Mes chers camarades, bien le bonjour. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, comme disait un grand mec. Et bah aujourd'hui, on part quand même en mer, et cette vidéo s'inscrit dans la série que je fais sur les compagnons de la Libération. Je vous mets donc la playlist en description. Et puisque nous avons déjà eu l'occasion de parler des forces françaises libres sur la chaîne, j'aimerais vous parler de leur composante navale. Car si la France libre sait se battre sur terre et dans les airs, eh bien elle a aussi participé à la Seconde Guerre mondiale en mer. À l'aube de la guerre, la France dispose d'une flotte particulièrement sérieuse, qui, alliée à la célèbre Navy anglaise, ne laisse aucune chance à ses ennemis. L'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne se gardera bien de risquer une flotte de surface contre pareille force, et préférera jouer la carte de la guerre sous-marine avec ses fameux U-boats. Lorsque le conflit éclate, la flotte française n'a ainsi pas de bataille majeure à livrer. Même l'Italie, à son entrée en guerre, n'ose se frotter aux navires de Toulon. Les marins français ne sont donc engagés que lors d'escarmouches ou d'attaques aériennes, et la France peut ainsi utiliser ses navires pour couvrir ses opérations lors de la campagne de Norvège, pour l'évacuation de Dunkerque lors de la campagne de France, ou encore côté italien pour aller bombarder Gênes. Seulement, la campagne de 1940 va permettre aux Allemands de s'emparer de nombreux ports français. Mais les marins sont nombreux à ne pas vouloir que leurs navires tombent aux mains de l'ennemi. Quelques-uns sabordent leurs bâtiments, d'autres prennent immédiatement la mer pour gagner tantôt l'Angleterre, tantôt les ports français en Afrique du Nord. C'est le cas d'Étienne Schlumberger. Cet officier en charge de la réparation de sous-marins stationnés à Cherbourg ne compte pas laisser ses bâtiments et équipages tomber aux mains de l'ennemi. Alors que les Allemands approchent le 19 juin 1940, il fait remorquer ses sous-marins en l'état de flotter jusqu'à l'Angleterre avant de rejoindre cet étrange convoi en mer avec une vedette. D'autres suivront son exemple, et les Allemands vont ainsi voir leur échapper de nombreux navires dont ils auraient eu une grande utilité. Et puisque je vous parle de sous-marins, laissez-moi vous parler du plus grand sous-marin du monde, qui est alors français, le Surcouf. Ce monstre des mers avait la particularité d'emporter avec lui une tourelle de cuirassé. Car si les traités internationaux interdisaient officiellement de construire des navires avec de trop gros canons, rien n'était écrit concernant les sous-marins. La France et l'administration, une longue histoire d'amour. Le Surcouf pouvait donc non seulement bombarder une cible, mais il emmenait même avec lui un hydravion qu'il pouvait déployer pour partir en reconnaissance avant de replonger. Ah, le Nautilus peut aller se rhabiller, Vous l'aurez compris, la flotte française de 1940 comporte de belles pièces. Et maintenant que la France s'est rendue, nombre de ces navires ont trouvé refuge dans les ports anglais ou en Afrique du Nord. Mais les Britanniques craignent que ces navires ne finissent par se rallier à Vichy, voire ne tombent aux mains des Allemands ou des Italiens. Aussi, ils lancent l'opération Catapulte. Le 2 juillet 1940, les Britanniques prennent d'assaut des navires français stationnés dans leurs ports, parfois au prix de la vie des marins qui gardaient leurs bâtiments. Mais ce qui va rester dans les mémoires, c'est la seconde partie de l'opération qui se déroule le 3 juillet 1940 à Mers el Kébir en Algérie, puisque la flotte britannique se présente devant le port où est mouillée une partie de la flotte française venue s'y réfugier. Les Anglais ordonnent alors aux Français de se rallier à l'Angleterre et aux Antilles, de rejoindre un port neutre comme les États-Unis ou de se saborder. Ils interceptent alors un message annonçant que d'autres navires français viennent se porter à leur secours. Un événement qui va provoquer l'attaque par les Britanniques de la flotte française. L'affaire est un massacre. Les Français, à l'ancre, ne peuvent pas manœuvrer et les Anglais ont miné la sortie du port. Rapidement, les Français se retrouvent avec 2 cuirassés et un contre-torpilleur hors de combat. Quant au cuirassé Bretagne, il coule, entraînant avec lui près d'1 millier de marins. Les autres navires, sous le feu britannique, parviennent à regagner Toulon. Ce qui ne fera que repousser le triste sort de la plupart de ces bâtiments, puisque le 27 novembre 1942, suite à l'invasion de la zone sud française par les Allemands, la flotte française se saborde à Toulon pour éviter d'être capturée. Seuls 5 sous-marins parviennent à rejoindre les forces alliées. En 1942, les forces navales françaises libres comptent donc un total de 65 bâtiments de guerre, dont 40 opérationnels puisque les pièces de rechange sont difficiles à trouver en Angleterre. Un bataillon de fusiliers marins, et un commando dont je vous reparlerai, le commando Kiefer, qui s'illustrera durant le débarquement de Normandie. Et parmi tous ces navires, il va même y avoir des compagnons de la Libération, car oui, une unité militaire peut porter ce titre, et c'est le cas du sous-marin Ruby. Il s'agit d'un mouilleur de mines, chargé de piéger les zones sensibles. Et dans cette mission, il assure grave. Ainsi, après avoir rejoint la Grande-Bretagne dès 1940, il se lance dans une série de missions risquées en posant des mines là où les Allemands ne s'y attendent pas, sous le commandement de l'intrépide lieutenant de vaisseau Cabanier, rallié à la France libre dès la première heure. En juin 1940, le Ruby largue ainsi pas moins de 32 mines dans le chenal de Trondheim, ayant même l'audace pour passer de se glisser sous un destroyer allemand, ce qui lui permet d'avoir à son tableau de chasse 6 navires coulés et 1 endommagé. Durant la guerre, le sous-marin va larguer à lui seul près de 700 mines. Et entre elles et les attaques à la torpille, il coulera 18 bâtiments ennemis et en endommagera sérieusement 2 autres.
Ah bah le Ruby il fait pas dans la demi-mesure, hein. Et d'ailleurs dans son équipage, on trouve pas moins de 8 compagnons de la Libération. Pourquoi est-ce que j'appuie sur ce dernier point? Eh bien parce que je vous l'ai dit, le sous-marin lui-même a reçu le titre de compagnon de la Libération. Et ça a de l'importance car à la fin de sa carrière, en 1948, il aurait dû terminer à la casse. Mais un compagnon n'ayant pas à connaître ce sort, le Ruby a été vidé de ses composants dangereux avant d'être immergé en 1958 au large du Cap Camara, non loin de Saint-Tropez. Aujourd'hui encore, les plongeurs peuvent donc admirer l'épave pour rendre un dernier hommage à ce compagnon qui a traversé la guerre comme les années. Et sachez qu'il fait encore parler de lui. Depuis 1983, un sous-marin nucléaire d'attaque porte le nom de Ruby. Et puisqu'il porte l'héritage de son aîné immergé, il a un droit tout particulier. Son personnel a le droit exceptionnel de porter la fourragère aux couleurs de l'Ordre de la Libération. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur les forces navales françaises libres et sur les compagnons de la Libération, dont j'aurai moi-même l'occasion de vous reparler dans un prochain épisode. On compte sur vos partages, à la prochaine.